Bienvenue dans Invisibility. Son premier documentaire m'avait bouleversée. Je suis particulièrement heureuse de recevoir l'artiste française d'origine vietnamienne Mai Hoa. Dans Les Rivières, elle filme pendant 3 ans les femmes de sa lignée maternelle, réveillant les tabous familiaux jusqu'à réussir à dénouer les fils qui entravaient sa propre vie. Cette quête de vérité, l'exploration des liens intimes qui nous constituent guide ses projets, comme son film Make Me a Man, dans lequel 8 hommes se confient à sa caméra, dévoilant une parole d'une sensibilité rare. Son dernier documentaire Mayday, en immersion dans une retraite thérapeutique avec 12 participants coupés du monde, se concentre, lui, sur la force du collectif. Mai Hoa, c'est aussi une communauté puissante, construite au fil des ans et grâce à laquelle elle réussit à financer ses films hors des circuits traditionnels. Dans cet épisode, on parlera entre autres des malédictions qui n'en sont pas, de fantômes, des intelligences non humaines, de colère et d'amour. Invisibility. Salut Mai Hoa, merci beaucoup d'être dans Invisibility. Bonjour Natalia, merci beaucoup pour ton invitation. Je suis trop contente que tu sois là. Enfin, je t'ai découvert via Les Rivières comme beaucoup de monde, je pense, qui est un film qui m'a vraiment beaucoup marqué. Bon, je pense qu'on peut tous s'identifier à cette histoire, mais on en reparlera. Et on est ici pour parler d'Invisible, et je pense que ça occupe... c'est quelque chose qui t'a beaucoup occupé, qui t'occupe beaucoup, qui fait partie de ta vie, même si Invisible peut prendre plein de... Tellement de formes, du coup. Ce podcast a failli s'appeler Mycélium, parce que, je me dis qu'on est un peu comme les champignons, c'est-à-dire qu'on voit le fruit, mais en fait, on est à 95% fait d'invisibles, d'histoires, de pensées, de l'intérieur de notre corps qu'on voit pas. Voilà. Donc, tout ça... Moi, je me demande, quand est-ce que tu as eu ces premières intuitions qu'il y avait un invisible ? Est-ce que c'était très jeune, dans ta famille, quand tu étais petite, ou est-ce que c'était beaucoup plus tard ? Dis donc, je saurais pas le dater. Après, tu sais, moi, tu sais pas, mais je viens d'une famille d'immigrés vietnamiens. Et donc, il y avait un mélange d'un père bouddhiste, pour qui, bouddhiste et mathématicien, donc pour qui, en fait, tout est très tangible. Donc, tu sais, Bouddha, il avait cette fameuse métaphore de la paume de la main. Donc, vous pouvez regarder dans la paume de ma main, il n'y a rien, en fait. Il n'y a vraiment rien. Je vous cache rien. Et donc, tout est factuel, tout est très pragmatique. Je n'ai que 4 vérités à vous partager. Donc, tu sais, la fameuse première, c'est tout le monde souffre. Et donc, il y avait ce truc-là il y a invisible parce qu'en fait, il n'y a rien à voir. Donc ça, c'était la première relation à l'invisible. S'il y a rien dans la paume de la main, c'est qu'il n'y a rien à voir. En même temps, j'ai une maman qui, elle, vient de vietnamienne aussi, mais de culture catholique, qui ne pratique pas, mais avec une grand-mère, donc sa mère, qu'on voit dans Les Rivières, qui pratique beaucoup, qui va à l'église tous les dimanches. Donc voilà. Et puis, dans la culture vietnamienne, on célèbre les anciens, on leur dresse pas une table, mais à chaque fête, on leur prépare des plats. Ou en tout cas on prépare des plats pour toute la famille dont ils font partie, et donc on prépare toujours des assiettes avec les meilleurs morceaux de viande, l'œuf le plus caramélisé, pour les inviter à table avec nous. On les prie, donc j'ai toujours vu mes parents, surtout mon père, prendre l'encens. J'ai toujours pris l'encens et je l'ai vu fumer et noircir les plafonds, et donc on a cette relation, ce qu'on pourrait dire ici les fantômes, mais quelque chose de très vif, qui est plus de l'ordre de la culture, de la pratique, d'une force croyante qu'on a en nous, mais qui n'est pas nécessairement un dialogue direct, où t'entends des voix, où les choses sont plus tangibles. Mais c'est une sorte de lâcher-prise sur le monde matériel, et peut-être qu'ils sont là, et au cas où, ils auront le meilleur des plats, tu vois. Donc, il y a toujours eu ça dans nos pratiques. Et donc, on a toujours vécu avec ça. Et donc, c'est pas parce que quelqu'un est mort qu'il n'existe plus. Donc, tu vois, à partir de là, il n'y a pas vraiment une sorte de transcendance ou d'un coup de sentir un fantôme, une présence, un message. Ça, c'est venu plus tard. Donc, du coup, il n'y a pas de date parce qu'il n'y a pas de premier souvenir, quoi. Ça a toujours été là.
J'ai vu, donc, enfin, je te connais à partir de ton film, Les Rivières, donc t'avais déjà 40 ans, t'avais déjà une quarantaine d'années. Et là, t'as plongé dans un truc, waouh, c'est un sacré voyage. Ouais. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, comment je pourrais le résumer? Alors, Les Rivières, c'est une enquête de 5 années sur la mémoire transgénérationnelle et notamment, c'est pas un documentaire comme on les voit à la télé, c'est un truc intime, c'est un film de l'intime, c'est un cinéma du réel, quoi, où moi je vais filmer ma propre famille et plus spécifiquement encore, ma lignée de femmes, dont on m'a dit qu'elle serait une lignée de femmes maudites. Donc je vais filmer pendant 3 ans ma mère, ma grand-mère, moi-même et ma fille, pour essayer de comprendre ce qui se joue et en découdre avec nos croyances, quoi, nos croyances sur cette malédiction. Ce qu'on voit beaucoup dans ton film et qui me marque beaucoup, c'est à quel point il y a des loyautés invisibles qui se créent, dont on n'a absolument pas conscience, mais qui dirigent nos vies, en fait. Eh ben, si tu veux... Alors déjà, pour ces histoires de malédiction et de lignées de femmes, quand j'ai publié Les Rivières, en fait, moi, j'ai eu des messages vraiment de Paris, de Lozère, de Bretagne, mais aussi d'Haïti, du Sénégal, du Japon, d'Algérie, de femmes qui m'ont dit, moi aussi, en fait, on m'a dit que je venais d'une lignée de femmes maudites. Donc, en fait, si tu veux couper les ailes d'une jeune femme en formation et la dépuissancer, si tu veux, tu lui dis qu'elle est maudite. La force des mots, enfin, c'est un truc de ouf. Incroyable. C'est-à-dire que du coup, on a des mots qui viennent littéralement poser un sortilège sur toi et sur celles qui t'ont précédé et celles que tu enfantes. Et moi, en fait, c'est ce qui me fait bouger, c'est que j'ai une fille et que littéralement, j'ai pas envie de lui refiler le bébé. Donc ça, voilà, si tu parles d'invisible, les mots, c'est le truc le plus puissant qu'on puisse imaginer pour créer des récits. Et en fait, un récit, c'est pas juste une histoire, en fait, c'est constitutif de qui on est. Nos récits, c'est Rushdie qui dit ça, Salman Rushdie. Grosso modo, on est des machines à créer des mythes. Mais ces mythes, en fait, ils nous aident à nous construire ou à nous détruire. Et ils viennent vraiment former nos expériences. Et donc, moi, quand je commence ce processus filmique, j'ai aucune idée de ce que je vais trouver. Mais ce qui m'a aidé à faire, c'est effectivement défaire mes loyautés de c'est qui a le récit, en fait. Qui porte le récit et à qui, finalement, je décide inconsciemment, bien sûr, d'obéir et de me soumettre. Et en fait, dans ma famille patriarcale, et je peux dire dans les familles patriarcales un peu partout dans le monde, dans nos sociétés patriarcales, celui qui a le récit, c'est le patriarcat. Et c'est un immense pouvoir. Et moi, j'avais aucune conscience qu'en prenant une caméra, en fait, j'allais fabriquer mon propre récit et donc transgresser une loi totalement invisible envers laquelle j'avais, comme tout le monde, sédimenté des loyautés de « Ok, c'est toi qui vas dire en fait quelle est l'histoire de la famille, quelle est l'histoire des unes et des autres ». Et quand je tiens la caméra, tout le monde sent que la ligne va bouger. J'ai mes oncles qui veulent me faire un procès. J'ai ma mère qui, au départ, est totalement partante pour faire ce film, qui, tout d'un coup, a super peur parce que personne ne comprend ce qui est en train de se passer, mais tout le monde a très, très bien compris qu'il y avait un énorme enjeu et que la chose artistique, c'est pas juste faire des films et raconter des histoires. Ce sont des actes de magie extrêmement puissants. Voilà, de tout d'un coup se remettre au centre de son récit, se remettre donc au centre de sa vie. Et donc, évidemment, comprendre que la malédiction, c'est rien d'autre que ce qu'on en fait de cette croyance à laquelle on décide de se soumettre, ou pas. Oui, parce que ça arrive en plus à un moment dans ta vie, ça part d'une nécessité absolue. Absolument. C'est-à-dire que c'est pas genre, ah tiens, j'ai filmé les femmes de ma famille. C'est genre, en fait, je suis au fond du trou, genre, je sais plus quoi faire, faut que je trouve des solutions et ça va se passer avec cette caméra. Quelque part, c'est comme si quelque chose t'avait guidé vers, enfin, tu vois, quelque chose de plus fort que toi. Et je trouve ça waouh. Oui. Moi, jusqu'au moment où je commence Les Rivières, j'ai un blog qui est un blog beauté. Donc, si tu veux, rien à voir. Donc littéralement en surface, sur le maquillage, mettre des crèmes. Je filme des femmes vraiment sur, tu vois, en anglais, c'est make-up, to make something up. Donc c'est faire des histoires, c'est littéralement faire des histoires, les falsifier, te présenter d'une certaine manière.
Alors évidemment, dans le maquillage, c'est une gestuelle symbolique. Donc tu peux avoir de la célébration, tu peux avoir des symboliques magiques aussi, tu peux avoir plein de choses. Mais moi, ce que je filmais, c'était pas ça, quoi. Et en fait, petit à petit, comme je le faisais de manière publique sur un blog, j'avais des retours et une sorte de... Là aussi, quand tu parles d'invisible, ce retour d'une communauté, en fait, qui te regarde évoluer à travers tes vidéos et qui te remonte des informations dont toi, tu n'as aucune idée, tu vois. Et donc, très vite, la vidéo qui était partie sur quelque chose de très, très, très prosaïque, tu vois, tout d'un coup, nous a élevés vers quelque chose dont on n'avait pas du tout idée. Et un jour, voilà, je publie une vidéo avec ma mère et ma grand-mère pour leur anniversaire. C'est une des scènes qu'on voit dans le film. Et là, je reçois des centaines de commentaires de gens qui pleurent. Vraiment, je comprends pas ce qui se passe. Et les gens me disent, mais il faut que tu nous en fasses un long, en fait. Tu vois, ça va bien de nous faire des vidéos de 5, 6, 10 minutes, mais passe au long. Et dans la communauté, j'ai une productrice qui me dit, écoute, je crois en toi, je pense que tu es prête. Donc ça commence comme ça. Et donc l'invisible, ça peut être encore une fois beaucoup plus factuel, réel. Et c'est ça qui est beau en fait. Moi, c'est ce que j'aime dans le documentaire, tu vois. C'est d'être au plus près de la vérité et de ce que la réalité de la vie te renvoie, quoi. Et de plus être dans ta tête, juste dans une malédiction, par exemple, tu vois. Oui, parce qu'on est au plus près, hein. Tu te filmes, tu as toujours ta caméra pendant 2 heures et demie. Je me suis dit, waouh, sa famille a quand même bien... Ouais. Tes enfants aussi sont impressionnants de fluidité dans ce process et tout. Voilà. Ça a dû te manquer après. Je sais qu'au bout de 2 ans et demi, tu dis que tu as arrêté. Ce rapport avec cet objet qui en plus voit, qui filme le visible, mais qui en fait montre tellement plus. Si tu veux croire à un grand univers avec une intention, tu peux pas faire mieux. Si tu veux, dans notre cas, c'est un humain ne peut pas écrire cette histoire. T'es transcendé par quelque chose. Pourquoi est-ce que je me mets à filmer ? Comment je tiens la caméra ? Tu vois, il y a des scènes dans le film quand même qui sont invraisemblables. Enfin, vraiment. Je dis souvent que si je voyais ça dans une fiction, je dirais c'est abusé, franchement, n'importe quoi. Et nous, bah non, en fait, c'était pas n'importe quoi, c'était vraiment la vie de ma grand-mère, la vie de mon grand-père, nos vies. Et il se trouve que je filmais à ce moment-là, quoi. Donc, ce truc a été capté. Et quand tu filmes, c'est pas quand t'écris un livre, en fait. Tu vois, quand t'écris un livre, c'est un miroir blanc où tu vas coucher tout ce qui te traverse, y compris les faussetés qui vont avec. Et rien ne va t'arrêter, en fait, dans ce processus-là. Et moi, j'avais écrit cette histoire sur une malédiction. Je filme, je remonte ces images à mon monteur. Et il me fait, mais c'est n'importe quoi, cette histoire de malédiction. Mais je vois pas de quoi tu me parles. Les gens sont beaux, ils sont en bonne santé. Quand vous avez un problème, vous en parlez. Moi, je parle plus à ma mère, hein, tu vois. Et là, je me dis, ah oui, en fait, oui, il y a pas du tout de malédiction. En fait, c'est que dans ma tête. Et ces images... si tu veux, un film, ça s'écrit au montage, ça s'écrit pas au tournage. Et notamment quand tu es dans ta famille et que tu tournes et que... moi, j'avais ramené 90 heures de prise directe, tu vois, c'est pas comme un truc scripté où tu répètes plusieurs fois et tu prends la meilleure prise, bon, pour la faire un peu de manière schématique et simpliste. Tu vois, c'est que du direct. Bon, bah, tu peux écrire 1 milliard de films à partir de là, tu vois. Mais là, cette histoire de... en fait, on n'est pas du tout maudite. Les images sont factuelles et elles me remontent quelque chose d'une puissance et d'une vitalité incroyable. Donc, parlons de ça, quoi. Parlons de ça. Et donc, cette caméra, une fois que ce processus était terminé, alors que jusqu'alors, je passais ma vie à filmer, que ma caméra est devenue un membre de la famille, accepté par ma famille, bon, ça aussi, c'est un peu fou, tu vois. Que ce soit mes enfants, je l'entends, parce que mes enfants, ils grandissent juste avec une mère qui filme. Donc, en fait, c'est juste leur norme. Donc, ça doit être hyper chelou, ça doit avoir des conséquences, mais c'était juste comme ça. Par contre, mes frères, ma mère, ils ne sont pas obligés d'accepter. Et il y a certainement eu un rapport de force ou quelque chose qui était tellement puissant que personne ne pouvait dire non, tu vois, peut-être. Hein. Pareil, tu vois, il y a des images que je suis allée filmer au Vietnam, avec mes oncles, où on retrouve mon grand-père et tout, comment je tiens la caméra à ce moment-là, mais je peux pas te le dire, je peux juste te dire que je pourrais plus le faire aujourd'hui. Impossible. Quelle est cette force qui m'amène à la garder, y a tourné? Je sais pas. Ça, je sais pas. Mais
Depuis, j'ai plus besoin de filmer. Donc ça m'a pas du tout manqué, en fait. C'était une impulsion, c'était une urgence à le faire et à trouver, à observer, en fait. Oui, puis il y a quand même des sacrées choses qui remontent pendant le film, des secrets de famille, en fait. Des choses dont tu n'avais jamais entendu parler. D'ailleurs, on évoquait la puissance des mots, mais il y a aussi les mots qu'on tait, le silence. Là, tu découvres des faits qui sont tus, des mots qui ne sont pas posés dessus, du coup. Donc, il y en a notamment un qui émerge, c'est le mot inceste. Et ces secrets de famille, c'est l'ombre de ta famille, mais c'est aussi ta propre ombre qui ressort. Comment... En fait, j'ai retrouvé un vieux post, parce que je suis en faisant mes recherches. Tu parles du voyage de Chihiro dans ce post. Et tu dis, on a tous des fantômes en nous, mais les autres les voient, les sentent, et c'est même nos fantômes qui se rencontrent, etc. Ouais, c'est quoi un fantôme ? Ah là là, ah ouais. Et ben justement, c'est une partie invisible de nous. Dans le voyage de Chihiro, en fait, c'est mon film préféré. Et j'ai une identification à Chihiro qui est intacte. Je l'ai vu 62 fois, mais à chaque fois, ça m'emmène quelque part. Et donc, c'est un voyage initiatique où cette petite fille perd son prénom et elle va arriver dans ce monde imaginaire et terrifiant où elle va devoir passer des épreuves pour regagner son prénom, son identité, quoi. Et en plus, à la fin, il y a une histoire de rivière. Voilà, elle a perdu son identité dans une rivière. Et en fait, il y a un personnage incroyable, que tout le monde connaît maintenant, qui est passé dans la pop culture, qui est le sans-visage. Et ce sans-visage, c'est justement quelqu'un qui ne sait pas du tout qui il est. Il n'a pas de visage parce qu'il ne sait pas. En fait, on ne peut pas le nommer, on ne peut pas dire à quoi il ressemble parce qu'il est, tu vois, il a plein de formes. Il est à moitié transparent. Il a juste un masque. Et ce personnage est incroyable. C'est vraiment... Miyazaki, il a réussi à métaboliser et à incarner une sorte de vérité par laquelle on est tous traversés. Nos parts d'ombre qu'on ne connaît pas, sur laquelle on ne peut pas mettre de mots ni d'images. Parce que justement, ils n'en ont pas. C'est justement ça le truc. Et donc, moi, je crois qu'on se balade tous avec ce corps physique, mais avec plein d'autres choses autour, et que ces plein d'autres choses autour, en fait, si on les connaît pas, elles se reconnaissent entre les unes les autres. Et c'est pour ça, souvent, dans les relations amoureuses, par exemple, tu vois, on a les mêmes patterns, on choisit les mêmes profils. Donc moi, je suis une femme hétéro, donc je choisis des mecs. Pendant longtemps, tu vois, mes copines, par exemple, elles me disaient, moi, mon profil, à chaque fois, je choisis des artistes incompris, hyper menteurs, qui me trompent. Bon, moi, ça m'est jamais arrivé, tu vois. Moi, j'ai d'autres patterns. Et à chaque fois, on se dit, mais on n'a pas décidé de choisir ces personnes et on les rencontre à une soirée, c'est elles qui nous choisissent. Et en fait, si, en fait, t'as quand même dit oui à cette relation-là et pas une autre. Et à la fin, si t'as un chemin qui se dessine, il faut que tu le regardes, en fait. Et donc, voilà, ce sont plein de fantômes qui se rencontrent. Alors, certains peuvent se dire, si tu es en thérapie, que tu as des névroses qui s'emboîtent bien, mais tu vois ce que je veux dire ? J'ai une amie colombienne qui dit qu'on se balade tous avec notre comité. Notre comité. Donc, il y a toi et il y a ton comité de personnages, de fantômes, d'entités qui t'accompagnent. Et donc, quand on se rencontre, c'est pas seulement nous. Exactement. C'est tout ce monde-là qui... Ouais, c'est exactement ça. C'est tout ce monde-là qui se reconnaît, qui se choisit, qui se dit oui, qui se serre la main. Et quand tu n'apprends pas à regarder ces choses-là, qui encore une fois peuvent être beaucoup plus prosaïques qu'on imagine. Là, je te donne l'exemple du pattern où tu choisis à chaque fois les mêmes mecs avec qui ça marche pas. On connaît tous cette histoire, on l'a tous traversée. Et puis si à un moment donné, tu prends le soin de te dire... si, j'ai dit oui en fait à cette personne. Le fil conducteur de tout ça, ça reste moi. C'est moi qui ai dit oui à tout ça. Et donc du coup, à partir de là, si tu te mets dans cette croyance-là ou dans ce paradigme-là, là, tu peux commencer à créer un chemin vers ça et là, à poser des mots et à poser des images. Et là, en fait, quand tu nommes les choses, tu vas en parler de la force des mots, quand tu nommes les choses, c'est un vampire à l'aube, en fait. Il ne supporte pas la lumière, il va disparaître ou, comme Chihiro, il va juste se poser à côté de toi dans le train, quoi.
Alors ça, je me souvenais pas très bien de ce personnage, tu vois, mais en fait, en lui, il y a un trou béant. C'est ça, c'est un trou béant. Il a été utilisé comme métaphore ce qu'ils appellent les bouddhistes de Hungry Ghost. Donc le Hungry Ghost, c'est un fantôme qui a une toute petite bouche et un très très gros estomac. Donc exactement le sans-visage. Gabor Maté l'avait utilisé. Donc Gabor Maté, c'est un thérapeute canadien que j'aime beaucoup, 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 qui travaille beaucoup sur les traumas et qui a commencé notamment sur l'addiction. Et donc le Hungry Ghost, c'est le fantôme de l'addiction. Il y en a jamais, jamais assez puisque la bouche est trop petite par rapport à l'estomac. Et donc tant que t'as pas créé ce chemin vers le trauma et pour comprendre ce qui se joue derrière, le manque d'amour et ton éjection en fait du paradis d'amour dans lequel tu es né. Voilà, il y a un moment où tu as été éjecté du paradis et donc tu compenses parce que la souffrance, tu la regardes pas, parce que tu compenses, mais en fait, rien remplace rien. Donc, Et la conséquence, mais comme souvent pour nous aussi, c'est la rage, la colère, parce qu'en fait, quand il ne reçoit pas en retour de son argent l'amour ou la présence des autres, c'est une colère qui est dévastatrice. Oui, c'est dévastateur. C'est que comme rien ne remplace rien, voilà, on pense que en donnant, en étant aimable, en donnant aux autres ce qu'ils attendent, donc ici c'est de l'or, tu vas recevoir ce dont tu as besoin, c'est-à-dire d'amour, mais ça marche pas comme ça en fait. On peut pas. Et d'ailleurs, je l'avais pas vu à l'époque, mais c'est certainement aussi une métaphore de l'ère capitaliste, tu vois, d'un contrat sociétal qu'on a tous passé, avec lequel on parlait de loyauté, on a tous dit oui, mais qui en fait ne peut pas créer d'amour. Donc quand tu n'as pas, comment dire, si tu veux, le système, c'est que tu as ce traumatisme, tu ne le vois pas, tu compenses, tu fais des choses pour, mais si tu fais des choses pour, ça s'appelle de la manipulation, d'accord? Et donc si tu n'arrives pas à tes fins, bah évidemment que ça va créer de la colère, puisque on m'a dit que si je faisais ça, j'obtiendrais ci. Mais en fait, je ne l'obtiens pas. Donc c'est dégueulasse, puisqu'on m'a dit que c'est ce que je devais obtenir. Et donc voilà, et donc ça devient de la colère, et ça devient de la colère qui n'est pas processée non plus, et puis bah, ça devient de la rage. Et ça te troue une expérience humaine. C'est un truc qui m'intéresse beaucoup, mais genre, comment en fait aller voir peut-être ces traumas en soi, mais du coup accepter aussi la rage que ça génère, parce que forcément il y a une injustice. Et ensuite, qu'est-ce que t'en fais ? Parce que c'est un trou béant aussi, cette rage. Et donc, comment la transformer ? Alors oui, la création, la transformation, etc., mais c'est pas si simple. Et comment aussi accepter la colère, si ça peut être nécessaire. Et t'en parles dans ta dernière vidéo un petit peu de ta colère. Et je trouve que c'est un sujet passionnant. Parce que, ou même en tant que femme, mais même en tant que... On n'a pas trop le droit d'exprimer sa colère, ou alors ça, c'est pas toujours bien placé. Donc c'est quelque chose d'assez... dans cette société, je trouve pas très bien placé. Enfin... Bon, déjà, on peut se le dire, dans cette société, il n'y a pas grand-chose de bien placé. On est d'accord. Je crois tellement aux humains et j'aime tellement les humains. Mais la société qu'on forme, elle n'est pas terrible. Et elle est certainement pas là pour répondre à ces questions. Que ce soit la mort, que ce soit toutes les questions importantes. Que ce soit la mort, que ce soit la naissance, que ce soit l'amour, que ce soit la colère. Enfin, à quel moment, en fait, la société nous aide à métaboliser ces cheminements spirituels ? Tu vois, bon, pas, en fait. Il n'y a pas d'espace pour ça. Et c'est ce que j'ai cherché à faire avec le blog. Et avec mes films, c'est un espace où on peut métaboliser ces éléments. Et donc c'est pour ça, je crois, que Les Rivières fait tellement pleurer. C'est parce que tout d'un coup, les gens reçoivent une réponse qui n'est pas la réponse, qui est juste notre réponse, mais ils reçoivent une réponse à une question qu'ils n'ont même pas osé poser. Et donc ça, c'est assez magique. Quand on parle de la colère et des femmes, tu vois, les Anglais, ils ont un proverbe. Donc mon mari il est anglais, donc du coup j'ai pas une double culture ou une triple culture avec le Vietnam, mais ça donne des ouvertures. Ils ont un proverbe qui dit girls don't get angry and boys don't cry. Donc le boys don't cry, tout le monde le connaît, mais girls don't get angry, voilà. Aujourd'hui ça change un petit peu parce que on parle beaucoup de masculinité toxique et donc les hommes ont un nouveau rapport à la colère
qui n'est pas sain non plus, mais bon, bref. Grosso modo, quand tu nais femme, tu peux pas te mettre en colère. C'est juste un énorme tabou, en fait. Et j'en discutais avec un anthropologue sénégalais qui me disait, en fait, la colère, c'est une émotion de démembrement. Tu vois, la déesse Kali, en Inde, elle est bleue, elle tire la langue, elle a des têtes décapitées au bout de chacun de ses bras, elle danse avec. Donc c'est une défiguration de ce qu'on appelle la beauté féminine, qui est une beauté lisse, qui est une beauté soumise, qui est une beauté fragile, qui est une beauté agréable. Tu vois, en anglais, agréable, c'est agreeable. Agreeable. Donc, dont on obtient l'agrément, le consentement, quoi. Littéralement. Et la colère, c'est exactement l'opposé de ça. Et donc, une femme qui, tout d'un coup, se réapproprie sa colère, devient une femme extrêmement dangereuse. La colère, c'est un feu, si tu veux. Donc, elle vient, tu vois, Kali, on dit qu'elle vient brûler la bêtise et l'ignorance. Et je souhaite ça à tout le monde, mais évidemment, une boule de feu, c'est toujours un tout petit peu compliqué à manipuler. Et donc, ça va aussi brûler des bonnes choses. Et donc, c'est vraiment, c'est un art, je trouve, de développer une relation saine à sa colère et d'en faire quelque chose. La vidéo dont tu parles, c'est une vidéo que j'ai postée hier sur Substack. C'est un live qu'on a fait pendant 30 minutes sur les conflits. Et en fait, le grand impensé de on peut pas se mettre en colère, c'est du coup on peut pas faire la paix non plus. Ça, quand même, c'est un bénéfice immense de se dire que si on développe la capacité à se mettre en colère, on développe aussi une capacité à faire la paix. Et en fait, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Parce que la paix ne peut pas se faire... C'est pas un truc de bienséance, en fait, la paix. Quand elle est vraiment profonde, quand elle est vraie, quand il y a du pardon, par exemple, quand ça demande un cheminement de dingue. Et donc, vraiment, ça n'est pas du luxe, en fait, d'aller gratter dans ces parts d'ombre, parce que il en va de ta vie, en fait, tu vois. Donc, aller partout où tu peux aller, y compris dans la colère. Et effectivement, quand on est artiste, on va dans ces zones-là. C'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup. Ça demande c'est un putain de sacerdoce, quoi. Enfin, il faut, ouais, parce que je pense qu'il y a des émotions, entre guillemets, négatives, qui sont totalement OK. Donc, la tristesse, on peut parler de ses chagrins d'amour et pleurer, nanana. Mais la colère, notamment pour les femmes, c'est très, très tabou, quoi. Très, très tabou. Là, dans les rivières, mais aussi dans les 2 films suivants, enfin surtout le prochain là, qui va arriver, on parle beaucoup de ça. Et je trouve que c'est un terrain... Alors, j'ai poussé le bouchon un peu loin, mais c'est un terrain de jeu qui est aussi incroyable. Et c'est juste une vague que tu apprends à surfer. Et quand tu arrives à surfer et que tu sens la puissance de la vague derrière, ça t'amène très très loin. Très très très, très loin. Et vraiment, c'est incroyable. Et ça n'a pas... comment dire, je vois que par exemple mes enfants, ils savent très très bien se mettre en colère, et je vois à quel point, tu vois là, quand je vois mes enfants se mettre en colère, je fais yes, ouais, tu vois, je me dis ouais, j'ai réussi un truc en tant que mère qui les amène à un endroit pas du tout inconfortable en fait. En fait, un enfant trop sage, c'est pas normal. Moi, je me rends compte à quel point c'est pas normal. C'est pas normal. Et c'est pourtant ce qui est valorisé. Sois sage mon petit, écoute le professeur. Et moi, je vois mes enfants qui challengent leurs profs. Et pas du tout, et là où ils sont bons, c'est que ça se fait pas du tout d'une manière... alors, il peut y avoir de l'arrogance, mais je trouve que c'est pas très grave d'être arrogant quand on est petit. C'est un truc qui s'amenuise avec la maturité. Mais quand bien même, ils le font avec beaucoup d'adhésion. C'est ça que je trouve incroyable, c'est que leur attitude fait que le prof se dit tiens mais c'est intéressant en fait ce qu'il me dit là, et il a pas, la colère ne nécessite pas qu'on insulte l'autre, ne nécessite pas qu'on le fasse sentir mal, ne nécessite pas qu'on sorte un maillet de Milton, tu vois, pour écraser l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il y a domination ou qu'il y a recherche de guerre, pas du tout. Et donc, quand tu te dis tout simplement, écoute, là, je suis pas d'accord, voire même, je trouve que c'est trop naze ce que tu as dit. Est-ce qu'on pourrait en reparler? Parce que je me suis sentie mal, en fait, quand tu as dit ce truc, ou que tu t'es comporté de cette manière, ou que...
Tu vois, je donne un exemple très très simple, mais ma fille rentre de cours et son prof d'anglais, pour illustrer une règle de grammaire, je sais plus laquelle, mais grosso modo, c'était elle est grosse parce qu'elle mange trop de chocolat. Et ma fille fait allô, c'est pas possible. Et elle est en 5e. Et après, donc la prof le prend mal. Et après, elle retourne la voir, elle lui présente des excuses, elle fait « Je suis désolée, je vous ai pris à partie devant tout le monde, mais est-ce qu'on pourrait en discuter parce que c'est vraiment important pour moi ?» Et donc, la prof discute et dit « Ok, bien sûr, discutons-en. » Et en fait, ça lui arrive tout le temps à ma fille, tout le temps. Et les profs, après, ils sont trop contents d'avoir quelqu'un qui leur dit « Non, mais là, peut-être qu'on pourrait prendre un autre exemple, en fait. » Parce que c'est hyper grossophobe et en fait, c'est juste factuel. Et donc, le prof, il est super content d'avoir des gens qui lui témoignent suffisamment de respect, en fait, pour leur remonter quelque chose d'un peu dysfonctionnel. Mais dans lequel on est tous, puisqu'on... Si tu grandis dans une société grossophobe et homophobe, etc., il n'y a pas de raison que tu le sois pas, tu vois. D'autant que ne pas exprimer ça serait en s'amputer d'une partie de soi-même. Et si tu t'amputes en permanence d'une partie de ce que tu vois, de ce que tu ressens, de ce que tu veux exprimer, ça génère après des vides, des... Et de la rage. Et la rage. Moi, je me rends compte qu'aujourd'hui, quand je suis en colère, c'est principalement parce que j'ai été inauthentique au moment où la situation m'a trigger et que j'ai pas osé le dire. Peut-être parce que j'étais lâche, mais peut-être aussi parce que je suis tellement déconnectée et qu'un stress comme ça peut tout simplement, tu vois, me mettre sur orbite et puis bon, bah, j'ai rien vu, j'ai rien entendu et puis j'ai rien senti, quoi. Mais ça, c'est mon passé, c'est une partition qui se rejoue à l'infini. Et puis après, je réévalue et en général, si au moment où je dis « Ah, mais c'est parce que j'ai pas dit que j'étais triste », ben voilà, en fait, c'est pour ça que je suis en colère. Mais pourquoi l'autre ne pourrait pas entendre que ça me rend triste, cette situation, tu vois ? Enfin, bah oui, et en fait, non seulement on s'ampute d'une partie de soi, mais on ampute une partie de la relation. Parce que l'autre personne qui t'aime, normalement, est-ce qu'elle serait pas hyper enrichie ou heureuse ou empathique ou tout ce que tu veux d'entendre que ça te rend triste ? Enfin, tu vois ? Et donc, moi, j'ai perdu... J'ai pas perdu, mais j'ai failli perdre plein de relations comme ça. Et j'ai failli les perdre, et je ne les ai pas perdues parce qu'entre-temps, j'ai développé cette capacité à... Ok, en fait, c'est pas vrai, là, ce qui s'est passé. Ma vérité, c'est que j'étais hyper triste. Et j'ai rien osé dire, voilà. Être authentique, en fait. Ouais. Y a un truc dont tu parles à un moment que je trouve hyper intéressant. Tu dis que pour toi, être authentique, c'est un apprentissage constant pour tout le monde. Mais ce que je trouve intéressant, c'est aussi de comment être capable de se raconter et de toujours être dans cette espèce de balancier de « Ah mince, mais peut-être que là, je raconte une histoire qui n'est pas la bonne. » Enfin, je trouve que c'est pas un balancier hyper simple. Comment tu navigues entre les deux ? Ouais, alors évidemment, bah, je te le dis, moi j'ai longtemps pensé que j'étais maudite, donc j'en ai fait un film. Donc oui, je suis très très bien placée pour savoir que ce que je me dis n'est pas forcément la vérité. Et je crois que... tu vas voir, je vais faire une digression, mais j'ai écouté l'autre jour François Tchen. Donc François Tchen, académicien d'origine chinoise, qui a écrit des tonnes de livres magnifiques, et notamment 5 méditations sur la beauté, que tu as ici. Et en fait, il dit, la beauté qui est partout nous montre qu'il y a une intentionnalité de l'univers. Parce que les choses pourraient être moches. La vie pourrait être moche, la nature pourrait être moche. Non, elle est belle. Et nous la trouvons belle parce qu'il y a une intentionnalité. C'est la preuve de. Ok. Et je crois, en t'entendant poser ta question, qu'il y a une intentionnalité dans l'authenticité aussi. Parce que, ou que c'est une forme de beauté peut-être, tu vois. Parce que ce dont je me rends compte, c'est que cette quête d'authenticité crée de l'authenticité, qu'elle crée de l'amour, qu'elle crée de la relation, et de la relation saine. Il y a un truc comme ça où en fait les choses, tout d'un coup, ton Tetris, il est fluide en fait. Tout s'emboîte comme ça doit s'emboîter. Et c'est assez incroyable en fait. Et je pense que si on revient à ta question de la loyauté, tu vois, je dis souvent que nos familles, elles sont toutes dysfonctionnelles. Et pourquoi elles sont toutes dysfonctionnelles ? Parce que nos loyautés, elles sont vis-à-vis des anciens.
des patriarches, des puissants, que lorsqu'on se voit pour Noël, on essaie de faire en sorte que ça se passe bien. Donc tout le monde essaie de faire en sorte que ça se passe bien, mais personne n'essaie d'être authentique. Ça n'est pas du tout un lieu où on développe de l'authenticité. Or, la famille, c'est quand même la matrice, quoi, tu vois. Donc en fait, on est des millions d'êtres comme ça, qui nous baladons, qui interagissons avec plus ou moins de bonheur et plus ou moins de, de trucs boiteux, mais parce que, en fait, les gens ne sont pas authentiques, quoi. Et quand tu es authentique, et encore une fois, j'ai pas de jugement pour les gens qui sont pas authentiques, puisque moi, je le suis pas très souvent. Donc, ou en tout cas, c'est quelque chose que je perds très souvent. On va dire ça comme ça. Je perds mon chemin très, très souvent. Donc, je n'ai pas du tout de jugement par rapport à ça, mais je vois juste maintenant que j'ai bientôt 50 ans et que je pratique ce truc-là depuis près de 10 ans, je vois bien le changement radical que ça crée dans mes relations, tu vois. C'est trop beau. Donc, et encore une fois, je le dis souvent, mais ça ne veut pas dire qu'à certains endroits, ça ne va pas créer des ruptures, parce que c'est trop dur pour l'autre. Mais c'est juste pour l'autre, en fait, que c'est trop dur. Et parfois, je suis trop raide, et parfois, je suis trop dure, parce que je suis pas encore assez souple. Je suis pas encore ceinture noire, quoi, tu vois. J'avance petit à petit. Mais pour des ceintures noires, bon, en même temps, il y a peu de chances que je devienne un Bouddha un jour, tu vois. Donc, c'est pas grave. C'est un chemin qui est totalement imparfait. Mais plus tu avances là-dedans, et plus tu es, en fait, et plus ça crée des relations, les autres sont aussi. Et c'est vraiment très beau. C'est vraiment très chouette. Oui, parce que j'allais dire, en fait, en faisant ce chemin, il y a plein de choses qui étaient invisibles à tes yeux qui sont devenues visibles, dont tu as pris conscience, et qui donc modifient ta relation aux autres, et qui peut-être autorisent l'autre à être aussi différemment avec toi. Oui. Bon, sur les enfants, c'est radical. Parce qu'en fait, ils sont beaucoup plus souples que nous, c'est beaucoup plus malléable. Donc, en fait, avec les enfants, pour peu que tu en aies plusieurs aussi, parce qu'ils ne sont pas pareils, et donc tu vois les invariants, même si tu n'es pas le même parent pour chaque enfant, tu vois que ta manière d'être impacte tout de suite leur manière d'être. Et effectivement, un enfant, il va répondre totalement différemment. Et donc, tu vois là où il y a le plus de bonheur, en fait. Là où ils sont le plus heureux, le plus équilibrés, le plus épanouis. Donc, ça, tu vois tout de suite l'impact que ça a. Après, je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'empathie. Donc, je ne comprends pas très bien, même je pourrais dire, je ne comprends pas du tout comment les autres fonctionnent. Donc, je ne peux pas du tout voir davantage qui sont les autres, mais en voyant davantage qui je suis, et qui je suis, c'est pas des grands mots, c'est pas de la grande philosophie, tu vois, je reviens sur Gabor Maté, c'est juste dire ce que je ressens maintenant et quel est mon besoin ou mon désir par rapport à ça. Donc c'est aussi simple que ça. Plus je développe cette capacité-là, plus le chemin se raccourcit et plus l'expérience est belle, tout simplement. Donc je dirais pas que je comprends mieux les autres, mais je dis que la relation aux autres est beaucoup plus ouverte et beaucoup plus saine. Les rivières, c'était il y a déjà un certain nombre d'années. Ouais. Tu en as sorti un autre qui s'appelle Make Me a Man sur les hommes, et on en reparlera aussi peut-être après, qui est génial. À quel moment les plantes sacrées sont entrées dans ta vie ? Est-ce que c'était pendant le processus des rivières ? Et j'en parle parce qu'on en parle pas mal dans ce podcast et parce que je sais que ça fait partie de ta vie. Voilà comment ça s'est passé. Donc, ma rencontre avec la Grande Madré. Donc, on parle de l'ayahuasca. Ouais. Ça s'est fait en 2017. Donc en 2017, j'en suis à l'année 3 ou 4 du développement des rivières. Je suis bloquée. Et puis, je suis bloquée, mais le processus liquéfie tout ce qui a été gelé par les traumas, les séparations successives, etc. Ce processus fait que, tout d'un coup, comme je filme, que je fais cette enquête, que ma grand-mère ressuscite de manière miraculeuse. Incroyable. Avec elle, remontent tous les fantômes du passé et les discussions qui n'ont jamais eu lieu ont lieu. Et tout se met à bouger. Tout d'un coup se liquéfie, ça dégèle, quoi. Et dans ce dégel, j'apprends un énorme secret de famille qui n'est pas dans les rivières, mais qui m'a vraiment bouleversée. Et c'était 2 jours avant de partir pour le Népal, pour une retraite d'une dizaine de jours,
pour laquelle il y avait tout un tas de modalités, dont celle de l'ayahuasca, qui ne m'intéressait pas du tout. Moi, j'étais allée là-bas pour faire le jeûne. Il y avait un jeûne de 4 jours, en isolation, en plein milieu de la nature. Moi, j'étais partie pour faire ça. Et puis accompagner les cérémonies. Mais ça me faisait très peur. J'étais pas du tout intéressée. Ce truc arrive et vraiment, j'ai les genoux qui se fissurent. Je suis dévastée par ce truc. Et donc, mon compagnon me dit, peut-être que ça va aider ou peut-être que c'est la décision à prendre en fait. Et j'ai un frère qui est là, j'en ai 5. J'ai un frère qui est là et donc c'est parti. Et en fait, c'est vrai que je vais pas la visiter souvent, mais c'est vraiment une rencontre. Et je parle de rencontre parce que pour moi, c'est vraiment, je sais pas comment dire, ça me provoque une émotion là en te le disant, mais je crois que c'est vraiment tout d'un coup l'irruption, déjà d'une intelligence. Enfin, tout d'un coup, tu dialogues avec une plante quand même. Donc, je sais pas si les gens qui n'ont jamais fait ces expériences imaginent, mais c'est une expérience totalement inouïe en fait. Donc, il y a tous ces trucs de une nuit d'ayahuasca, c'est 10 ans de thérapie, nanana. Et j'en suis même pas là en fait. J'en suis même pas sur l'aspect de la guérison, j'en suis juste sur l'aspect qui m'est venu plus tard d'ailleurs. Mais sur le bouleversement total de tout d'un coup être en dialogue avec une plante. Enfin, c'est juste fou. Et encore une fois, là encore, en fait, c'est factuel, c'est pragmatique, c'est pas wouhou, c'est tout d'un coup laisser quelque chose te déborder totalement et laisser rentrer ou laisser se créer un espace sacré à l'intérieur de toi. Parce que la chose qui vient te visiter doit absolument, entre guillemets, tout casser pour reconstruire quelque chose, refleurir, reforester l'intérieur de moi, de nous. Et puis aussi, c'est le cercle, quoi. C'est le collectif, c'est l'esprit d'une tribu tout d'un coup qui vient. Et donc, c'est pas uniquement dialoguer avec une plante, c'est tout d'un coup te laisser totalement traverser par des traditions et par quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand que soi. Ça, c'est juste inouï. Et donc, il y avait évidemment des choses que je retranscris dans les rivières, à travers certains rêves que je partage, et donc des messages très, très précis par rapport à là où j'en étais, là où je voulais aller, là où j'étais perdue, là où j'avais besoin de consolation, là où, cet esprit, on l'appelle la madré. Et moi, les rives, j'étais en plein milieu des rivières, donc sur cette ligne de femme et de mère cassée en deux, tu vois. Et donc, si tu veux, là où ma maman à moi ne pouvait pas m'apporter de consolation, cette plante, elle m'a apporté un truc incroyable. Et aussi, pour la première fois de ma vie, et je m'en étais jamais rendu compte, mais pour la première fois de ma vie, un sentiment de gratitude. J'avais jamais été habitée par la gratitude avant. Je ne savais pas ce que c'était. Donc, j'étais restée, si tu veux, dans un paradigme, encore une fois, capitaliste, élitiste, dans lequel je fitais totalement de, voilà, tout ce que j'ai, c'est grâce à moi, c'est grâce à mon travail, grâce à mes efforts. Et tout d'un coup, t'as un truc qui vient te fracasser toutes tes croyances, qui vient tout casser. Et c'est incroyable. Et c'est vraiment incroyable. Et donc, depuis, je vais la visiter. J'y vais pas souvent, déjà parce que ça me fait très peur. J'ai eu d'autres initiations par la suite, et dont certaines qui ont été très, très difficiles. Mais parce que je pense que quand tu es sur ces cheminements-là, y a des parties d'initiation qui sont incroyablement dures, pénibles, douloureuses, mais qui t'apprend justement ce truc de la souffrance et de traverser ça. Et donc j'ai toujours un peu peur, tu vois. Et c'est très bien, je pense que c'est très très bien d'avoir peur et de... Pas forcément de mélanger le respect et la peur, mais d'avoir cette inclinaison quand tu en parles et quand tu y penses et quand cette révérence, en fait, je crois que c'est vraiment très, très, très important. Et c'est bien quelque chose qu'elle nous apprend. Donc moi, je viens pas la visiter très souvent, régulièrement, mais pas très souvent. Mais par contre, j'aide dans des cérémonies
assez régulièrement. Et donc, je prends ce qu'on appelle une helpeuse dose. Donc, j'ai une petite dose, en fait, pour m'aider à faire partie du cercle et à pouvoir être présente pour les membres du cercle et pour les aider si jamais ils ont besoin. Et il y a toujours besoin. Comme tu dois le savoir, c'est assez... avec les chamans avec qui on pratique depuis plus de 10 ans maintenant, c'est des nuits entières, donc ce sont des cérémonies très 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 longues qui demandent beaucoup d'endurance. Donc voilà, ça c'est... Donc pour moi c'est l'entrée dans le sacré. C'est une dimension qui ne faisait pas partie de ta vie avant. Comment elle fait partie de ta vie maintenant, hors de la cérémonie, hors de la plante? Alors, si tu veux, je me mets pas des turbans blancs et tu vois, je sais pas comment le dire. On pourrait dire que je suis pas pratiquante. Je sais pas comment le dire, mais je sais juste déjà, en fait, je sais juste que ce monde existe et c'est déjà immense. C'est déjà immense. Et donc en fait. C'est ce dialogue-là, en fait, qui se fait vraiment sans mots, qui se fait sans nécessairement de ritualisation. Alors, c'est vrai que j'aide au moins 1 ou 2 fois par an sur soit 2, soit 3 cérémonies. Donc, je suis en contact régulièrement, en fait, de fait. Mais je crois que ça se passe là-dedans. Et puis, ça se passe dans le fait d'amener ces messages d'amour et sans avoir à en parler, en fait. Alors là, on s'en parle parce que c'est ta quête aussi, mais sinon j'en parle très peu parce que c'est très dévoyé aujourd'hui, c'est très dangereux en fait pour la plante elle-même. Mais faire circuler ces espaces où les choses sont sacrées, où les choses sont respectées, où les individus sont entendus, mais avec, tu vois, cette forme de droiture. Où la madré peut te mettre 2 tartes aussi dans la tronche en disant n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi et tu vas te remettre comme ça. Tu vois, ça peut être raide, ça peut être vraiment raide une nuit avec elle. Donc, tu vois, de ramener ça dans un espace politique, dans un espace culturel, dans un espace sociétal, dans une communauté, qu'elle soit digitale, qu'elle soit dans ta famille, c'est déjà vachement bien. Et je dois ajouter que les messages qu'elle nous envoie, ils sont tellement profonds, ça demande tellement de travail pour les intégrer véritablement que c'est pas en y allant 1 fois tous les mois que tu travailles davantage en fait. Oui, le travail commence presque après. Et je dirais que ça ouvre beaucoup d'espace. Après, une fois qu'ils sont là, il faut soi-même savoir comment faire, travailler. Et je sens que oui, ça ouvre comme un canal en soi. Et je t'ai entendu parler ailleurs de Björk, que j'adore. Bien sûr. Et au-delà, comme tu le disais d'ailleurs dans le podcast, c'est au-delà de sa musique, c'est un être qui me semble justement avoir accès à ces dimensions-là. Est-ce que tu as cette sensation que voilà, aujourd'hui, tu peux laisser passer de manière plus fluide des choses et pouvoir les faire circuler en fait et les offrir, enfin je sais pas comment l'exprimer. Oui, Björk, elle a cette chanson qui s'appelle The Gate, tu vois, yeah, I am the gate, et effectivement, c'est un portal, cette nana, tu vois, elle a cette dimension non humaine qui me fascine, mais parce que je sais très bien de quoi elle parle, en fait. Je vois très très bien de quoi elle parle, je pense que beaucoup de gens voient de quoi elle parle, et en même temps, t'as pas besoin de savoir. Elle n'a pas besoin de s'en ouvrir pour que tous les gens initiés sachent très bien. Ce qui importe, c'est effectivement l'amour que tu peux apporter au tien, quel que soit ce que tu mets dans cette enveloppe des tiens. Et oui, il y a cette porosité qu'elle développe, cette fluidité qu'elle développe, mais c'est surtout, pour moi, un sens de clarté. C'est-à-dire que ce qu'elle a amené chez moi, c'est vraiment la flèche en plein cœur. Ce sont des messages hyper clairs, limpides, des demandes limpides, et donc des mises en œuvre qui sont très très simples, outre que c'est hyper difficile, tu vois. C'est ça, c'est qu'en fait, c'est tellement simple. Je sais pas, moi, mais tu vois, je dis souvent que la quête de ma vie, c'est la quête d'amour. Une fois que tu as dit ça, c'est très très simple. Mais la mise en œuvre, c'est toute une autre affaire. Et donc, comment je mets ça en œuvre, de quelle manière, quelles sont les modalités, quel est le travail que je fais pour que ce canal reste ouvert, malgré notamment le monde qui nous entoure et ce grand désespoir qui nous guette tous. Y a un film que j'adorais quand j'étais enfant et qui reste une référence pour moi, qui s'appelle L'Histoire sans fin.
Bon, c'est un film pour enfants, avec le petit Bastien qui vit sa vie dans les livres et il lit cette histoire sans fin, pareil, qui doit sauver le monde de l'imagination. Et à la fin, en fait, le vrai héros, c'est le petit garçon qui lit l'histoire. Et il doit combattre le néant. Le néant est en train de manger l'imagination. Et le néant, à un moment... incarné par une sorte de grand loup qui est très très mal fait, tu vois, à l'air de l'intelligence artificielle qui regarde le pauvre loup de l'époque, il est atroce, mais il le dit très très bien, il dit « j'amène le désespoir » parce que quand tu amènes le désespoir, tu amènes la peur, quand tu amènes la peur, tu peux contrôler les gens. Et en fait, c'est exactement ça. Et ce qu'elle apprend, ce qu'elle nous enseigne, cette plante, c'est que, et c'est pour ça qu'elle se prend pas seule, qu'il y a tout un, tu vois, il y a les sets et les settings, mais tu as aussi tout le cercle, et le cercle, il devient le chaman. Et le cercle, il vient métaboliser tout un tas de choses. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est normal, on est dans une société hyper individualiste, capitaliste, nanana. Une fois que tu l'as dit, mais ça prend tellement de temps d'aller décortiquer pour vraiment te placer dans un collectif, pour te placer dans... Ok, en fait, c'est ça, en fait, notre grande blessure collective, c'est qu'il n'y en a pas de collectif, que c'est chacun pour sa pomme, c'est chacun fait de sa vie du content et cherche des likes. Et donc, c'est pour ça qu'aussi, même dans le monde de la spiritualité, il y a tellement de bullshit. Parce qu'en fait, les hungry ghosts, il y en a partout. Et nos blessures, elles sont tellement profondes que, quel que soit le canal, quelle que soit la forme, tu viens chercher un manque d'amour en proposant des choses, ton or à toi, mais en vérité, c'est la même chose. Tu reperpétues. Et en même temps, voilà, si vraiment tu commences à vraiment te regarder, vraiment avoir des réflexions pour te regarder vraiment, pour te voir vraiment, et la plante nous y aide, tu te rends compte que ce dont on manque tous, c'est de collectif. On manque tous d'amour. Donc, et encore une fois, c'est pas ce discours hyper simpliste de aime-toi d'abord et puis aime-toi toi-même d'abord avant de vouloir être aimé des autres. Non, en fait, non, c'est une porosité à tout. C'est voilà, tous ces canaux qui s'ouvrent. Je pense que ouais, c'est surtout ça le message en fait. Et j'ai la sensation que dans les cultures dans lesquelles c'est né et ça a été perpétué, ça a un lien à la terre, un lien aux autres, un lien à la communauté, plus que moi et ma propre guérison. Il n'y a pas ça là-bas. Il n'y a pas du tout cette dimension. Donc nous, on en est encore là, c'est-à-dire je vais guérir mes traumas, mes machins, les trucs, et en fait, on n'en est pas encore. Et pourtant, c'est le chemin, je pense, et une fois que tu as un peu avancé, c'est ce que tu commences à percevoir et à te rendre compte, ok, maintenant, en fait, il faut que je sorte de ça. Et qu'on s'assoit tous ensemble, qu'on communique, qu'on crée une communauté qui n'existe plus. Et on nous a fait croire qu'on était responsable de nos vies. En fait, c'est pas vrai. Même nos traumas, ils sont collectifs, bien en sûr, fait. Bien sûr. Bien sûr. C'est la base, en fait. Mais nous, on a été tellement meurtris. Et c'est pour ça aussi que je te parlais tout à l'heure des traditions qui amènent ces savoirs. Tu vois, j'avais été à... C'était une association qui s'appelle Jiboyana, qui fait en sorte d'amener ces messages, de faire voyager ces chamans, ou même parfois pas du tout des chamans, mais juste des activistes. Et j'avais pleuré, parce que, si tu veux, il y avait une chanteuse notamment qui était là et qui disait, bon, je vais vous chanter, ça m'émeut là, rien que de le dire, je vais vous chanter le chant de nos rivières, parce que peut-être que vous êtes un peu stressé et que vous avez besoin d'entendre le chant de nos rivières. Et je me disais, mais quelle force il faut quand même pour voyager à l'autre bout de la planète vers, entre guillemets, si tu le regardes d'un point de vue occidental, ton grand ennemi, celui qui t'a colonisé, celui qui crée les génocides, celui qui coupe tes bois, tes forêts, qui littéralement nous asphyxie. Tu pars voyager de l'autre côté en te disant, moi j'ai la solution. Il n'y a qu'un peuple profondément malade qui peut faire ça. Et moi, j'ai la solution, parce que je sais qui je suis. Je sais la beauté à laquelle je suis connectée, qui me fait grandir. Et moi, je peux aller à la source pour amener de l'amour. Mais c'est fou de faire ça. Ça me donne des frissons partout. C'est incroyable, en fait, de non pas faire la guerre, mais de dire c'est eux les grands malades, ok, et nous
on peut être source de guérison. Je trouve ça incroyable. Et j'avais pleuré parce que je trouve que c'est d'un courage, donc courage qui vient du mot cœur, tu vois, d'une ouverture de cœur et d'un accès à la vérité de la vie, quoi, qui est tellement profond et de laquelle mais on est tellement mis loin, tellement déconnecté, tellement mais totalement déphasé, on est totalement on a été expulsés aussi du paradis, tu vois, collectivement. Et effectivement, tous ces discours de t'es responsable, nanana, c'est grâce à toi ou c'est à cause de toi, n'importe quoi. Même si évidemment, individuellement, tu dois faire des choses pour te déployer, ou en tout cas, tu as tout le pouvoir pour le faire. Mais voilà, tous ces discours, si tu veux, tu peux. Hein. Je pense que on commence à être sensibilisé à la fausseté, l'arnaque totale de tout ça, et c'est grâce à ces grands leaders, en fait, tu vois. C'est des leaders incroyables. En tout cas, sont des inspirations pour moi qui sont... c'est au-delà de tout. Donc, il y a la plante et cette vraie communion avec les humains qui est totalement possible, qui existe déjà. On a déjà toutes les clés, en fait. On sait déjà tout faire. Alors, pour terminer... Est-ce que tu peux nous parler de J'ai l'impression que ton nouveau film parle de ça, de la force du collectif aussi, de s'asseoir ensemble. Moi, je ne l'ai pas encore vu, mais est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, j'ai un prochain film qui s'appelle Mayday. Je l'ai co-réalisé avec Jerry, donc mon mari qui est thérapeute, et qui fait ses retraites depuis 30 ans. Donc, elles ont changé de forme 1 milliard de fois, etc. Il a reçu certains enseignements. Il travaille main dans la main avec des chamans, les mêmes depuis 10 ans, parce que ça marche super bien, parce que eux aussi, ils ont envie d'apporter de la guérison à l'ouest, parce que à l'est pour eux, parce que s'ils le font pas, ils savent que les répercussions sont terribles pour eux. Et puis ils sont dans cette quête à la fois de participer à l'harmonisation du vivant, dont on fait partie. On est juste un membre malade, quoi, gangréné. Et puis ils ont aussi à cœur de revitaliser certains territoires dont les pratiques chamaniques ont été bannies, ostracisées, et donc tout le territoire occidental, quoi. Tu vois, donc toute la guerre qui a été faite aux sorcières, toute la guerre qui a été faite aux paysans, aux savoir-faire locaux, qui est devenue une médecine d'État, une autorité d'État, une centralisation patriarcale. Eux, ils sont là pour revitaliser et trouver des points d'ancrage avec des pratiques qu'on a perdu, mais pas totalement perdu. Mais bon, donc il y a des résurgences vraiment magnifiques et des ententes qui, encore une fois, parfois sont imparfaites. Et en tant qu'occidentaux, on a tous beaucoup de taf à faire. Mais qui, bon an, mal an, avance. Et en fait, les retraites que font Jerry sont pas toutes chamaniques, ou en tout cas, elles sont chamaniques dans le sens où elles amènent à quelque chose de psychédélique dans l'étymologie du terme, qui veut dire la clarté de l'âme. Donc, y voir clair dans son âme, et donc partir ailleurs, partir dans un ailleurs. Et le cercle, n'importe quel cercle de parole, s'il est vrai, s'il est bien tenu, il t'amène quelque part ailleurs. Et le cercle, c'est une sorte d'oreille géante et c'est un lieu de guérison qui vient aspirer, faire remonter tous les messages du dedans. Tout ce qui doit être déposé est déposé. Et c'est une sorte de mécanique magique où en fait, mécaniquement, lorsqu'on s'assoit autour d'un cercle, que tout le monde est assis, que tout le monde est à égal. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier. Tu peux avoir un genre, mais tu peux être là aussi pour dépasser ça ou cheminer là-dessus. Tu peux avoir des croyances, mais tu peux aussi dépasser ça, cheminer là-dessus. Tu peux te décrire comme hyper rationnel et puis déposer ça, cheminer là-dessus. Tu peux être pauvre, tu peux être riche. Et c'est ça que j'ai voulu... C'était ma quête, en fait, dans Mayday. C'est asseoir des gens autour d'un cercle où on va se parler et surtout où on va s'écouter. C'est surtout ça, le truc. C'est qu'un cercle de parole, ça s'appelle un cercle de parole, mais la vérité, c'est que tu parles une fois et t'écoutes 20 fois. Donc, si ça produit pas surtout de l'écoute plus que de la parole, je sais pas ce que ça fait. Mais c'est une mécanique. Et là encore, on revient à ce truc très prosaïque de tu mets des gens autour d'un feu, sans réseaux sociaux, sans électricité, pendant 2 semaines, et il y a forcément des choses qui vont arriver. C'est juste écrit. Et donc, au départ, j'étais très, très attachée à certains personnages, et évidemment, on va suivre certains personnages plus que d'autres.
Mais ce qui m'a passionné, c'était la culture. C'est qu'est-ce que la culture fait aux individus. Et si une culture est dédiée à la guérison des individus, et non pas si les individus sont là pour enrichir le tout, c'est le contraire, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, on va être tous amenés au bord de nous-mêmes, on va être tous amenés au bord de l'implosion, de la destruction de nos égos. Et quand on est 20, ça fait pas mal d'étincelles et beaucoup de beauté, beaucoup de beauté. Génial. Donc ça sortira. On sait pas. Vous savez pas encore, mais on pourra aller voir sur tes réseaux qui sont nombreux pour en savoir plus. J'ai une dernière question à te poser. Est-ce qu'il y a soit des pratiques, soit des œuvres, soit des choses qui t'accompagnent vraiment dans ta vie, quelque chose qui t'a aidé à développer cette relation avec ces dimensions sacrées en fait? Écoute, je crois que je vais répondre un peu à côté de la plaque, mais tu vas voir pourquoi. Je pense que ma grande pratique, c'est dire qui je suis. Ça, c'est vraiment la grande pratique. Et je dois dire que petit à petit, encore une fois, pourquoi je pratique ça ? Parce que c'est pas inné. J'ai été coupée de cette chose naturelle aux enfants. J'en étais totalement coupée, donc ça me demande de la pratique. Et en fait, ça a fait rentrer quelque chose de totalement inattendu dans ma vie, qui est la poésie. C'est que plus tu dis qui tu es et plus que tu accèdes à, c'est pas forcément des états de conscience modifiés, mais à des messages beaucoup plus subtils et à des sortes de fils invisibles, mais qui se tendent entre différents événements ou différents mots ou différentes images, parce que moi je fais beaucoup d'images, voilà, qui t'amènent à des vérités plus subtiles, mais voilà, sans être Björk, c'est ce cheminement-là. Est-ce qu'il y a des choses qui t'aident à mieux communiquer ça? Alors, il y a des livres de dev personnel ou de spiritualité, les grands basiques, les accords Toltec, oser la vulnérabilité, les grands basiques. Et encore une fois, c'est comme la Madré, en fait. Tu as des messages qui sont très, très simples. Les accords Toltec, il y en a 4, c'est quand même pas beaucoup. C'est très, très, très compliqué à mettre... Enfin, pour moi, je trouve ça très, très compliqué. Communication non violente, pareil, 4 principes. Donc dire factuellement ce qui s'est passé, donc pas d'interprétation, dire ce que ça a fait chez toi, les besoins que ça a créés et les sentiments que ça crée chez toi. C'est quand même pas compliqué. Moi, l'étape de d'énoncer tes besoins, très très compliqué. Avant, ce qui était compliqué pour moi, c'était de dire les choses factuellement. En fait, je voyais que je mettais des évaluations partout. Évidemment, énoncer les émotions qui sont attachées à ces événements, très très difficile. Mais alors le plus difficile, c'est dire ce dont j'ai besoin. Et c'est un énorme cheminement, c'est un énorme terrain d'exploration. Et donc, juste mettre ça en place, en fait, toujours pareil, très, très prosaïque, très simple. Et voilà, dans les derniers livres poétiques qui m'ont vraiment subjuguée, il y a Eva Boland, qui est une poétesse irlandaise du temps romantique, mais qui a combattu les romantiques en étant hyper prosaïque. Mais alors, prosaïque, laisse tomber, c'est tellement beau, en fait. Elle te décrit comment elle recoud les vêtements, parce que c'était une femme, et que c'était aussi décrire une condition féminine. Ça s'appelle Une femme sans pays. Et c'est sublime, c'est vraiment sublime. Il y a tous les livres de Ocean Vuong, magnifiques. Enfin voilà, donc des livres comme ça. Merci d'être venue, merci beaucoup d'avoir pris ce temps et d'avoir apporté tes messages ici. Merci Maï. Merci Natalia, merci beaucoup. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à Invisibilis sur votre plateforme préférée, à aimer, partager, commenter pour soutenir le podcast, le faire vivre et grandir.